Vegas. Prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Allez, on y va tout de suite pour m'accompagner aujourd'hui. Comme d'habitude, Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Parce que je crois que c'est déjà... ça va super. Juste au moment où on lance le podcast, j'ai dit juste un petit vive à Las Vegas. Et du coup, c'est parti. J'ai une question. Ouais. Une question. Alors, ce grip, il est bien ou pas? On y reviendra après. Mais moi, il me convient très bien. Ça va? Très bien. Ouais, bon, c'était un essai, mais... Tu es plus sur quel joueur au niveau de prise de batte, finalement? Ozzy Albies. Ouais. J'ai pas lu un petit trait à Turner sur un message? Si, aussi, trait à Turner. Tu cours comme lui? Tu cours comme lui, pardon? Ouais. Oh. Non, je déconne, je cours pas comme lui. Je cours comme Prince Fielder. Il court, Prince Fielder? Non, il roule. Bonjour à tous. Voilà, donc allez, bienvenue dans le seul podcast français hebdomadaire. Ouais, il faut qu'on continue nos conseillers marketing. Sinon, on va être fâchés. Payer la SACEM quand même, donc il faut jusqu'au bout. Donc voilà, bon, allez, aujourd'hui au programme, on vous fait un épisode. On a changé 2-3 petits trucs parce que on a eu des retours. On a eu des plaintes. Non, allez, on va revenir sur les séries de la semaine rapidement. On va vous faire ce qu'on a retenu de la semaine. Un point sur le classement. Les Players of the Week, enfin nos Players of the Week, seront-ils ceux de la MLB? La grande question. Et un dernier point, après, on va aller se promener dans les bois. Vous allez voir, ça va être super. Non. Mais si, la nature, c'est bien. Pas dire ça. Si, moi, j'ai peur. Hein. Ouais, mais ça, c'est... Bon, bref, peu importe. Allez, c'est parti. On y va. Série de la semaine. On vous rappelle des séries qu'on avait données. On avait New York Yankees contre les Mariners. Spoiler alerte, après le bras en mousse, on a la cheville en mousse. On a un Tiger Red Sox, Giants D-backs, et on terminera avec la Lone Star Series, qui n'est pas terminée à l'heure où on enregistre. On est dimanche, le match est en train de se jouer. Mais bon, on a déjà pas mal d'infos. On est sur le game 4, effectivement. J'ai 3 games intéressants à débrief ensemble, yes. Donc il y a pas mal de choses à dire. On fera peut-être un petit point sur le Rivalry Week tranquillement, mais on va garder ça plutôt pour la semaine prochaine. L'Aquatico. Et t'as vu, au fait, je cherchais, je sais pas. Le Pearl Jamico. Et oui, parce qu'on cherchait le San Diego, Seattle, quelle était la rivalité. Et en fait, la rivalité vient d'Eddie Vedder, chanteur-guitariste des Pearl Jam, qui est né à San Diego, mais après a fait toute sa carrière et il était connu à Seattle, la ville du grunge. Donc voilà, c'est pour ça que cette série s'appelle la Vedder's Cup, donc parce qu'il a designé en fait un trophée qui sera remis au vainqueur de cette série. Donc c'est la Vedder Cup, Eddie Vedder, Pearl Jam, voilà. Donc moi j'ai décidé d'appeler ça le Pearl Jamico ou l'Eddie Vedder Ico. C'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Allez, on y va, série de la semaine, on commence. C'est parti, on va commencer par un petit Yankees Mariners, yes. Qui n'était pas vraiment une série folichonne en soi, malgré le premier match quand même. Game 1 qui est gagné par New York 11-5. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Trent Grisham qui frappe... Le nouveau Juan Soto. Ouais, c'est ça, effectivement. Nouveau MVP, enfin bref, des conclusions trop hâtives aussi. Il frappe 2 home runs, incluant un home run sur une série de 6 runs inscrits. C'est-à-dire que les Yankees, à un moment donné, dans une manche, inscrivent 6 runs. Et c'est la 5e fois cette saison pour eux qu'ils inscrivent en une manche 6 runs. Voilà, ça, c'est la petite stat à retenir. Le point cheville en mousse, c'est Oswaldo Cabrera qui est blessé à la 9e manche à la jambe en faisant un slide sur le marbre de ce que j'ai vu. Alors, en fait, il court vers le marbre, le receveur, donc le catcher rattrape la balle, va pour le taguer, il l'évite avec un fameux juke move. Les amateurs de football américain de Maiden se connaissent très bien. Donc, il fait un petit pas de côté et il met sa cheville pour après rattaquer tout de suite le marbre, vu qu'il est en face. Le poids de son corps part sur sa droite, sa cheville reste à gauche.
sa cheville Classique. casse, hein, tibia péroné, hein, quand tu vois les images, tu comprends vite, hein, la cheville se met pas comme ça quand il reste un os. Et par contre, à noter, c'est qu'il se pète la cheville, mais il a quand même, avec la douleur et la présence d'esprit d'aller toucher le marbre pour mettre le point. Et ça, je pense que beaucoup ne l'auraient pas fait. Et enfin, super. Enfin voilà, on lui souhaite un bon rétablissement, comme on souhaite un bon rétablissement à Callahan. Anthony Rendon. Ouais, Anthony Rendon, c'est tous les autres. Bon bref, non, mais à eux vraiment, voilà, c'est jamais, on en a rigolé, mais c'est jamais intéressant, c'est jamais beau à voir ce genre de choses. Moi, j'ai noté aussi sur ce match. Oui, vas-y, mais je peux finir quand même. Ouais, vas-y, ouais, c'est moi le chef. Non, la stat clé. La stat clé. Polo Goldschmidt. Polo la science. Ça fait 20 matchs qu'il fait avec un hit minimum. Là, en ce moment, il a 7 doubles, 2 home runs et 11 RBI. Voilà. Sur ce Game 1. Ouais. Austin Wells aussi qui claque son HR. Ouais. Un three-run. Ouais, gros match. C'était un festival de points sur ce match-là encore. Ouais, donc pour les Yankees, effectivement. Ouais. Le Game 2. Moment clé, JP, Jean-Paul. John Paul. Jean-Paul qui frappe un hit RBI single en 11e manche. C'est allé en 11e manche ce match. Ils ont mis fin à une série de séquences de 4 défaites contre les Yankees, les Mariners déjà. Ils gagnent 2-1 et Bryan Woo lance au moins 6 manches lancées, voire plus, sur les 8 premiers matchs qu'il a fait cette saison. Et il est à égalité avec un certain Zach Wheeler des Phillies. Voilà pour le Game 2. Notamment sur ce, il est à 0 en earn and run sur ce match-là. Hein. Il concède pas de points, contrairement à Fried, qui en prend un. Ouais. Game 3. Game 3, ça revient, la palme revient au juge. Un Judge, il frappe son 15e home run de la saison, leader de la MLB. Il atteint les bases cette année, 33 matchs sur 43. Et en fait, il devance tous les frappeurs en termes de statistiques sur ça. Les Mariners reviennent à égalité en 8e, mais New York marque sur la fin et 3-2 pour les Yankees. Voilà pour cette série Mariners-Yankees. Voilà. Il y a eu le vol de home run de Julio Rodriguez sur Grisham aussi. Oui, effectivement. C'était pas mal là sur la barrière. Là. Ça lui arrive pas tous les jours. Oh, si, il est coutumier du fait, mais il en loupe plus qu'il n'en réussit quand même. Oh là là. Ouais, bon, c'est Judge qui donne l'avantage. Hein. Ce match est pour lui. Voilà. Et Luke Weaver qui signe son 4e sauvetage sur ce match-là. Donc voilà, intéressant. Ouais. Bilan de la série, du coup, c'est 2-1 pour les... 2-1 pour les Yankees. Ouais. C'est ça. Seattle qui stoppe l'hémorragie quand même dans le deuxième match, parce que ça faisait 4 matchs de suite qu'ils perdaient. À noter, c'est la blessure de Cabrera. Hein, de Cabrera, le point noir de New York. Et Judge qui est encore clutch, qui fait encore un gros début de saison. Et bien soutenu par Goldschmidt, Wells, hein, quand même, sur cette série-là. Écoute, ils ont été clutch ces jours-là, c'est bien. Ouais, plutôt intéressant. Allez, on passe à l'autre série. Tigers, Red Sox. Allez. J'ai pas envie d'en parler. Parce que c'est toi qui vas en parler. Ouais. Mais je sais comment ça se finit. Ouais, mal. Ouais, très mal. Premier match, blowout, on peut dire, hein, des Red Sox. Défaite 14-2. Détroit, il frappe 11 points marqués en 3 manches, je crois. C'est une première depuis 2008. Ils n'ont jamais fait ça. Donc voilà. Gleyber Torres, un home run, 3 RBI. Trey Sweeney derrière marque aussi son home run. Kerry Carpenter rentre 3 fois. Monticule, c'était Jackson Job qui fait le job. Qui fait un départ solide en fait. Il a manqué un peu de contrôle parce qu'il a quand même concédé 5 bébés. Et Tanner Hook, mon chouchou,
qui s'est pris les 11 points. À un moment donné, tu vois, je me dis, parce qu'il est dans ma fantasy, et je me dis, non, je l'enlève pas, il va se ressaisir, il va remettre le pied à l'étrier, il va refaire des matchs. Oh, là, je me tâte vraiment à le dropper parce que franchement, il me pourrit ma fantasy en termes de Ouais, statistiques en ERA, quoi. Surtout que notre bon commissionnaire de fantasy, je ne citerai pas le nom, à limiter le nombre de manches par semaine. Donc, c'est compliqué avec lui. Non, on en parlera, mais après, il y a des erreurs, notamment sur ce match. Il y a une grande ball. Il n'est pas aidé parce qu'il y a une grande ball sur cette série Il est où peut-être pas aidé, mais en tout cas, il fait pas de bonne perf cette saison. Et c'est une Ouais, saison à oublier pour lui, en tout cas. Ouais, déjà, on est au mois de mai, on fait des conclusions hâtives. Oui, là, Tanner Houck, pour moi, il faut qu'il oublie cette année. Voilà. De toute façon, là, il est parti sur la liste des blessés. On y reviendra tout à l'heure. Mais non, mais qu'est-ce que j'allais dire? De toute façon, il n'est pas aidé parce que regarde, Abreu qui laisse passer une grande balle sur une frappe de Sweeney, ça fait rentrer derrière. Comment il s'appelle? Je crois que c'est. Ah punaise, j'ai plus son nom. Je pourrais pas t'aider. Je sais plus. Enfin, ça fait rentrer. Ah, c'est compliqué. Allez, on passe au match 2. C'est le match de Ravi Baez, El Mago. Oh, non. Ah bah si, il fait quand même. M-A-G-O ou M-A-2-G-O-T? M-A-G-O. Arrêtez avec les asticots. Allez, n'empêche, il fait 2 HR de 3 points. C'est à noter. Donc, en un match, il fait 6 RBI, 2 home runs et surtout le walk-off en 11e manche. Il y avait une avance de 4 points au départ pour les Red Sox et les Tigers ont réussi à revenir. Christian Campbell qui pensait avoir offert la victoire avec son HR en 11e, mais c'est Ravi Baez qui est allé fermer tout ça. Ravi, qu'est-ce qu'il fait Ravi? Et Spencer Torkelson qui frappe son 11e HR de la saison sur ce match-là. Allez, victoire 19 en 11e manche des Tigers. Allez, match 3. Le match, c'était Justin Henry Malloy qui, en pinch hitter, il va offrir la victoire en 9e manche. Et oui, encore un walk-off, 2e d'affilée. Riley Green, c'était lui qui avait donné l'avance en début de match, 5-2, grâce à son HR. Tarek Koubal, qui on peut noter, qui a un peu flanché en 7e. Après une série de 27 matchs sans concéder de walk, et c'est là où il a commencé à concéder des matchs. Et c'est quand même fou, 27 matchs sans concéder de walk. 27 matchs. Si ça, c'est pas du départ, quoi. Imagine un peu. 27 manches. 27 manches. 27 manches, tu m'as dit. Ah, 27 matchs. Ouais, c'est moi qui ai dit match, alors c'est manche. C'est ma langue manque à fourcher. Ouais. 27 manches sans walk, c'est impressionnant. Ça vous montre le contrôle du gars, quoi. Bon, Boston est revenu à égalité, laisser passer sa chance, et puis notamment la défense de Boston encore qui s'est illustrée avec un relais sur un relais entre guillemets sur un vol de HR entre Abreu et Rafaela, ouais, c'est beau. Abreu qui va chercher la balle au-dessus du mur, elle sort de son gant et Rafaela qui était juste à côté, on se retrouve avec la balle. Mais tiens, la balle est là. Donc on a un relais entre les entre les outfields qui est assez rare. C'était pas mal. Donc ça a été compté comme non, ça n'a pas été compté comme assist. Je sais pas. Koubal, 61K à la fin de ce match et 2 BB sur ses 43 dernières manches lancées. Impressionnant. Monstrueux. Bilan de la série. Sweep. Gleyber Torres et Baez qui brillent quand même. Le bullpen des Tigers aussi est pas mal, vraiment intéressant. Et Boston qui, par contre, eux, ça s'effondre complètement, quoi. C'est compliqué pour moi, je trouve, pour Boston, parce que déjà, je pense qu'ils ont il me semble que leur nombre de blown save est supérieur à leur nombre de saves, donc déjà, ça, c'est pas très bien.
Beaucoup de difficultés en défense encore, comme l'année dernière. Trevor Story qui est là, mais qui est un peu en difficulté au bâton, je trouve. L'autre côté, on avait deux dynamiques différentes, tu vois. Moi, c'est ce que je trouve. On a une équipe qui est en train de chercher encore son rythme. On l'a dit en début de saison, ils ont du mal à démarrer. Un diesel. C'est compliqué. Il y a des problèmes quand même sur le pitching parce qu'on a Crochette et derrière, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose en fait. Ouais. Et c'est compliqué. Et de l'autre côté, on a une équipe, et c'est là qui est actuellement la meilleure équipe de l'American League. Hein, mais c'est là où j'ai ma question. Pourquoi? À ton avis, toi, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi qu'est-ce qui fait que Détroit aujourd'hui, c'est la meilleure équipe de la Ligue? Moi, je peux peut-être t'apporter un premier élément de réponse. Bon, déjà, il faut poser le cas sur table. C'est la première équipe à atteindre les 30 victoires cette saison, déjà. D'accord? Ils sont à un bilan de 30-16. Je te pose les leaders de l'équipe. Bon, en batting average, Gleyber Torres. D'accord, on va pas faire l'éloge de Gleyber Torres parce que voilà, oui, il fait un très bon début de saison, voilà, certes, d'accord. Après, on a Spencer Torkelson qui est leader en home run avec 12 home runs et en RBI avec 35 RBI quand même. Et derrière, en pitching, on a Tarik Skubal en ERA, donc 2,67 et 71 strikeouts. Kazemiz est le leader en termes de victoire. Voilà. C'est des gens qu'on retrouve déjà depuis l'année dernière, qui ont fait marcher l'équipe. Déjà. D'accord? Sauf Gleyber Torres. Oui, voilà. Oui, il faut une grosse perf contre Boston qui les sweep. Bon, après Boston, je vais dire que c'est pas l'équipe en forme du moment. Par contre, ils sont tombés sur un calendrier friendly, on va dire. Friendly? Ah ouais. Seattle, les White Sox, les Twins, ah si, je continue, les Brewers, Kansas City, Baltimore, les Angels et les Rockies. Bon, dans ce que je t'ai cité, tu peux peut-être enlever, allez, une ou deux équipes, mais le reste, on va dire que c'est cadeau, non? Ouais, je veux dire. Avec l'équipe qu'ils ont. Par contre, après, ils ont fait quand même des performances contre des poids lourds, quoi, tu vois. Mis à part peut-être les Dodgers en début de saison, mais après, moi, voilà, pour l'élément de réponse, c'est un calendrier quand même plus favorable, mais avec quand même une équipe, avec quand même le noyau de l'année dernière qui continue sur sa lancée. Moi, je reste sur ton dernier argument, parce que pour moi, c'est ça. C'est qu'ils sont restés ils ont gardé le corps de l'équipe, réellement, le noyau. Et ça, c'était intelligent, parce que l'équipe, plus en gardant la dynamique de la fin de saison dernière, c'est ça, à mon avis, qui fait que cette équipe, aujourd'hui, elle marche. Plus les ajustements, ils ont été bons, sans faire des grosses dépenses. Mais tu vois, je l'ai dit en début de saison et je l'ai dit quand le transfert s'est fait, l'ajout de Gleyber Torres, c'est le meilleur ajout qu'il pouvait faire. Ce joueur fit parfaitement. Et c'est super. Le retour de Flaherty, ça reste Flaherty, mais ceci dit, il connaît les meubles, il connaît l'immeuble, il connaît la maison, voilà. C'est ça qui fait le bien. Et puis là, alors oui, on rigole, de Ravi Baez, mais aujourd'hui, il renaît un petit peu. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, il fait le job. Alors, combien de temps il va faire le job? Parce que Meadows, il va revenir au bout d'un moment, Verling aussi, donc qu'est-ce qu'il va devenir? C'est là aussi la question. C'est Ravi Baez, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'aujourd'hui, il compte dans l'effectif et pour les fans aussi, tu vois. Il a traversé quand même presque 4 ans, tu vois, de traversée du désert pour lui. Donc, moi, je trouve que c'est une équipe sympa, tu vois, qui reste sur sympa. L'équipe qui reste sur la dynamique de l'année dernière, qui a gardé son corps et qui a fait un recrutement intelligent, tu vois. Et moi, je pense que c'est le bon truc, tu vois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la meilleure équipe. Combien de temps encore, c'est ça, parce que tu sais très bien que des années se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Mais en tout cas, en ce début de saison, il n'y a rien à dire. Allez. Voilà. Next. C'est pour toi encore. Oh, c'est pour moi encore. Heureusement que j'ai regardé ça. Allez, Diamondbacks face aux Giants. Pas mal. Ouais, match 1. Victoire des Diamondbacks 2-1 contre les Giants. Et qui est-ce encore qui fait le taf? De Normie. Corbin Carroll. Et oui. Ouais.
2 home runs face à Justin Verlander qui a du mal. Tient un peu, mais qui a du mal. Allez, et ça a été suffisant pour une courte victoire en fait. Verlander, il a fait un départ correct, hein, attention, hein, parce qu'il prend juste les 2 points qu'il prend. Hein. Sinon, il fait quand même pas mal de choses. Après, c'est Christian Cos qui fait rentrer, je crois, sur un simple pour un RBI. Merrill Kelly qui fait plutôt un bon match, une performance solide au pitching pour les D-backs. Et puis c'est Shelby Miller qui close. Il a fait un gros match, Shelby Miller, en 7e. Ouais. Il y avait 2 coureurs sur base. Il a retiré Matos, Cos. Franchement, il fallait le faire. Et il a joué avec les cojones, comme on dit. Comme on dit au Mexique. Comme on dit dans le Nouveau-Mexique. Notez, c'est Corbin Carroll, un joueur du match pour moi. Très cher, il se retrouve derrière Schwarber et le Judge. Donc, ouais. Deuxième match. La loi, c'est moi. C'est moi. Deuxième match, on retrouve... qu'est-ce que j'allais dire? Giants qui gagne 10-6 dans le deuxième match. On retrouve Christian Cos qui frappe à son grand chelem pour son tout premier home run en MLB et qui met fin en fait à une série de 4 défaites des Giants. Robiré qui domine ses anciens coéquipiers quand même, hein, 6 manches, 9K. Pendant ce temps-là, on a Jung Hong Lee qui met son home run à 3 runs. Willy Adames qui fait une super démonstration. Et côté D-backs, je te le donne en 1000. Qui est-ce qui fait le show? Corbin Carroll. Josh Naylor qui va de son HR et qui fait rentrer 4 points, qui permettent un peu de limiter l'écart, mais bon, c'était déjà un peu fini. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? Bon, rien de particulier. On passe au match 3 et la victoire des D-backs 8-7. Ketel Marte, qu'est-ce qu'il nous fait? Walk-off. 2 home runs. 2 home runs. On va reparler de ça dans la semaine. Eugenio Suarez qui, lui aussi, il va de son petit home run à 3 points, à 3 runs. Et derrière, il y a un petit rallye des Giants. Mais, les rallyes. Moi, j'aime bien les rallyes. Ouais, qui remontent bien, hein, avec Jordan Hicks, Hayden Birdsong, qui... Oh, putain. Qui quoi? Ouais, qui frappe 13 coups sûrs sur le match. À eux deux. Bon, côté San Francisco, c'est Elliot Ramos et Jung Hong Lee qui maintiennent l'espoir, en fait. Et puis, la petite tentative de comeback, mais qui échoue en 9e. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, Arizona s'impose 2-0, 2-1, Corbin Carroll et Ketel Marte, les grands artisans de cette victoire sur cette série. Notez Cos qui crée la surprise avec le grand chelem. Robiré qui continue son sans faute avec un 6 victoires, 0 défaite, alors que Verlander, lui, il est complètement dans l'opposé, 0-3. San Francisco manque de constance, hein, je pense. C'est compliqué. Le début de saison a été super, et puis là, un bon démarrage, et puis ça s'étouffe un peu. Voilà, c'est tout pour les séries de la semaine. Non, c'est pas tout. C'est pas tout? Non, c'est pas tout. Bah non. Oh oui! Bah non. Faut que t'oublies tout, toi. Le plus important, en plus, la plus belle des séries, c'était là. Parce que je viens de voir le score du 4e match qui vient de se finir. Une totale surprise. Je vais vous en parler. Je le regarde pas, je te laisse je te laisse. Bah tiens, la surprise. Tiens, on va voir. Ouais. Donc on va vous parler. Les Lone Star Series, comme on a dit que c'était les Rivalry Weekend. Donc en français, le week-end des rivalités. Des derbies. En gros, voilà. En beauf, c'est ça. Et en fait, on avait axé notre série sur les Lone Star Series, qui est les Rangers contre les Astros. Le Game 1. C'est parti.
Alors, le G, j'ai une question déjà. Vas-y. En quelle année, je vais te demander, les lancers ont été suivis statistiquement? À partir de quelle année? C'est-à-dire, on a fait les... Voilà, les lancers ont été suivis statistiquement à partir de quelle année sur les lanceurs, quoi, tu vois, voilà. Ouais, mais quelles statistiques? Les statistiques, les manches lancées, Je les sais runs, pas. le nombre de lancers par match, effectivement, etc. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. J'en sais rien. La plus belle des années, mon année de 69. naissance, non, Hein 1988. Ah, Quoi, tu vas avoir quoi, 30 ans à l'époque? Bon, voilà, après, je- tu salueras ta maman pour moi. mon Dieu, qu'est-ce que je vais être? Je vais peut-être devenir chauve et con après, tu vois, dans quelques années. Je suis pas chauve. T'es pas chauve? Je- Oh, il a des cheveux. Il a des Bien sûr cheveux. que oui, Oh j'ai mon des Dieu. cheveux, tu le sais très bien. Bon, allez, arrête, allez, oh, continue. Donc, Oh, cette putain. statistique, donc depuis 1988, d'accord? Astros, Texas, Game 1 est le seul match de la MLB où les deux lanceurs partants lancent plus de 8 manches, ne concèdent pas plus de 1 run. Ils ont frappé au minimum, enfin ils ont éliminé au minimum 7 frappeurs et ils ont effectué moins de 100 lancers. Voilà. Et c'est une première depuis que ça a été lancé. Le match 1 a été finalement un match des lanceurs parce que Jake Burger scelle la victoire des Rangers avec un home run 1-0 pour les Rangers. Et tu nous dis qui sont les lanceurs parce que tu nous en parles. Exactement. Tu nous as même pas donné les noms. Un vieux, comment on dit chez nous, un vieux Shibani dans le sud, Jacob deGrom, qui est un des anciens les plus performants, clairement, là, cette saison. Le retour. 8 manches lancées, 5 hits, donc 0 run, 1 but sur balle, 7 strikeouts et un ERA à 2,29 qui prend la victoire. Et Hunter Brown, 8 manches lancées, 3 hits, 1 run, 0 but sur balle, 9 strikeouts avec un ERA à 1,43. L'ERA de la saison, hein, parce que l'ERA du match, il est... C'était le match, le duel des lanceurs. Franchement, c'était beau à voir. Ça portait bien le nom de Col 45. Là, franchement, c'était savoir qui craquera le premier. Et ça a été vraiment intéressant. Certes, on se régale pas devant ces matchs-là pour ceux qui ne connaissent pas trop le baseball. Mais après, pour un peu les aficionados des lanceurs qui aiment voir un peu la stratégie, ça a été vraiment pas mal. Ouais. Non, c'était un match hyper intéressant à regarder. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, si vous êtes un peu... néophyte, ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas le genre de match que tu aimerais regarder, mais quand tu te prends au jeu, etc., c'est vraiment le genre de match qui est super intéressant parce que là, c'était vraiment un duel de lanceurs et on sentait vraiment la tension. Et c'est marrant que ce soit le Texas et tout ça, les westerns. Tu vois, c'était vraiment le type de duel, quoi. Tu vois, ça pouvait être filmé. Complètement. Une petite musique derrière de Ennio Morricone. Ennio Morricone, et là, Enrico Macias. Oh ben merde, c'est pas lui. Oh, je suis bête. Bon, allez, on poursuit. Oui, j'ai dit Ennio Morricone. J'ai mélangé les lettres. J'en peux plus de lui. Allez, termine la série là. Hop, dépêche-toi. Game 2. Donc il y avait McCullers Jr. qui avait pas lancé depuis au moins 1000 jours face à Eovaldi. Il avait lancé. Ouais, donc les Rangers s'inscrivent quand même 2 runs en deuxième manche. Calme plat jusqu'en 6e. Et en 7e, les Astros marquent d'un coup 6 runs. Voilà. En passant devant, trop tard pour les Rangers malgré le home run de Josh Young qui perd le match 2. Au niveau donc, du match 3, il faut que je retrouve ma page parce que je l'ai noté, elle est là. Le match s'est décanté en 6e manche avec 2 runs pour les Rangers et de nouveau 2 runs en 7e manche. Alors que les Astros marquent en premier avec Christian Walker, leur fameux première base. Plus de son, plus d'image ensuite. Plus rien. 0 hit, enfin 0 point quoi, voilà en tout cas. Par contre, très bon taf des releveurs, des Rangers. Jacob Webb, il est à son hold, donc 5e hold cette saison. Chris Martin, pareil, très solide. Et pour conclure, Robert Garcia qui tient la baraque. Voilà. Le match 4. Attention, Julien. Le match 4.
Donc là, on est à 2 pour les Rangers, 1 pour les Astros. D'accord? Le match 4, il y avait une alerte no-hitter jusqu'en début de 7e avec Jack Leiter. Jack Leiter qui a craqué sur 6 manches point 2. Il s'est pris un solo home run de Diaz. Donc du coup, fini le no-hitter, voilà. Et on arrive à la fin. Donc, avec une victoire du lanceur Valdez, Julien. Oui. Framber Valdez qui a la victoire. Ouais. Et on a un 3-run home run de Isaac Paredes qui fait gagner les Astros 4-3. Les Texans craquent complètement en 8e. Voilà. Paredes, hein. Voilà. Je vais en reparler là. Mais grosse semaine pour lui. Isaac Paredes, bon move aussi. Hein. Donc du coup, en Lone Star Series, 2 partout. Voilà. 2 partout. Intéressant. Et qui récupère la botte du coup? Qui récupère la botte, c'est le nombre de runs, c'est celui qui a le plus grand nombre de runs. Mais de toute façon, c'est sur tous les matchs là, parce que je pense qu'ils ont encore des matchs. Ouais, ça se calcule sur les matchs après. Sur l'ensemble de la saison. Bon, allez. Voilà. On termine. Moi, je vais vous parler vite fait des séries de la semaine avant qu'on passe à ce qu'on a retenu. Je fais ça rapidement. On avait les Guardians contre les Brewers. Les Guardians gagnent 2-1. Notez qu'il y a eu 2 blanchissages de Cleveland sur le match 1 et 2. Ramirez. Non, José Ramirez qui était chaud bouillant, qui nous a fait un HR et 3 bases volées. Match 3, Hoskins. Ouais, vas-y. Qui sauve l'honneur de Milwaukee. Avec 5 RBI. Arrête ton 1 HR. Voilà. À noter que la rotation des Guardians, elle affiche une ERA de 2.16 sur les 14 derniers matchs. C'est pas mal. On avait ensuite Cardinals, Phillies. Et c'est les Cardinals qui s'imposent 2-1 dans cette série. 9e victoire de suite après le premier match pour les Cards, grâce à un HR de Win. Ça tombe bien, c'est la Win. Et un solide bullpen. Alors, le Game 2, il a été rain-delay. Par contre, là, on a eu un gros match de Harper qui a été clutch. Luzardo qui a été dominant, qui a fait 7 manches lancées et 1 run concédé seulement pour stopper la série de Saint-Louis. Et match 3, vous vous en doutez, vu que Saint-Louis a gagné, et Saint-Louis s'impose, mais attention, avec la manière, 14-7, avec 19 hits. Gros match. Donc, ça a frappé. Hein. Ouais. 10 derby. 10 victoires sur les 11 derniers matchs pour les Cards à la fin de cette série-là, ça faisait 10 victoires sur 11. Pas mal, ça revient bien. Ensuite, une série qui était plutôt intéressante à mon sens. Mais bon, voilà, les Braves contre les Nats. Les Braves repassent dans le positif et en plus de ça, gagnent la série 3-1. On a un match 1 avec un walk-off signé Verdugo. Ensuite, match 2, on a Baldwin. Baldwin qui fait un gros match avec un HR et 3 hits. Schwellenbach, très solide au pitching. Je pense que c'est un des éléments clés là sur cette saison. Très très bon pitcher. En tout cas, pour la fantasy, c'est un très bon pitcher en tout cas. Parce que en slipper. Et ce qui permet après ce match 2 à Atlanta de passer dans le positif avec un bilan équilibré. Match 3, on a James Wood qui donne la victoire à Washington, qui a été impressionnant sur ce match-là. Et vraiment, c'était un beau match à suivre. Et ensuite, match 4, c'est encore une victoire des Braves. Et là, c'est Smith Sauer qui 0 run concédé sur 6 manches lancées. 3 départs. Après ces 3 derniers départs, il est à une ERA de 2.33. Donc, c'est assez solide. Et encore une fois, ça rajoute un élément solide à la rotation des partants d'Atlanta. Derrière, on avait un petit Padres cette semaine. On avait un Padres Angels. Bon,
On va pas tuer le suspense, mais ceci dit, on s'attendait à un sweep et on n'en a pas eu. San Diego gagne 2-1. Premier match, c'est victoire pour les Angels grâce à Taylor Ward qui frappe un grand chelem en 9e pour passer devant. San Diego qui craque complètement. Robert Suarez qui fait 6 points concédés. Et donc, ça, c'est pas très bon. Match 2 qui fera partie aussi de l'histoire de ce fameux mardi soir qu'on a vécu avec Tatis Junior qui frappe son premier walk-off home run pour faire passer les Padres devant, qui étaient menés depuis la 7e manche en toute fin de match. Donc les Padres gagnent. Match 3, c'est Bogart qui frappe un HR de 3 runs dès la première manche. Randy Vasquez qui gère parfaitement la fin avec 6 innings pitch, un seul run scoré. Victoire sans appel, 5-1 des Padres. Et donc, les Padres, ils gagnent 10 de leurs 14 derniers matchs et ils gardent le contact avec les Dodgers. Ensuite, on avait un Royal Astros. Je vais vite passer dessus, mais les Astros gagnent 2-1. Kansas City qui a frappé juste fort, en fait, avec 4 points en deuxième manche sur le premier match et un Michael Wacha qui a été bien soutenu par l'offense. Derrière, on en parlait tout à l'heure, match 2, c'est Isaac Paredes qui frappe un HR décisif en 9e pour que Houston s'impose 2-1. Gros duel entre Valdez et Framber Valdez et Bubik. C'était vraiment un match intéressant. Je l'ai regardé et c'était plutôt intéressant. Et puis après, on a dans le match 3 Jeremy Peña qui nous fait 4 hits, qui permet de faire rentrer les points. Et du coup, Houston gagne cette série 2-1. Les Rays face aux Blue Jays Tampa Bay qui gagne, surprenant, Tampa Bay qui gagne 2-1 cette série. Caminero qui frappe un grand chelem en 9e, à noter sur le premier match. Les Rays qui, du coup, renversent un match qui était aussi fou. 11-9, victoire 11-9. Et ouais. Deuxième match, c'est Alexandre Rocker qui donne la victoire aux Jays avec un HR à 3 runs en 6e. Et ensuite, on a Josh Lowe et Brandon Lowe. Et ouais, il fallait s'appeler Lowe. Qui font le match pour les Rays. Ils font vraiment le match, ouais, effectivement. Ouais. Et les Rays s'imposent 8-3. Les Rays qui claquent 6 HR sur cette série, dont 5 dans le premier, dans le match 1 et 3. Et Toronto qui nous a offert quand même une belle opposition. Allez, Dodgers fait contre les Athletics. Les Dodgers s'imposent 2-1 dans cette série, malgré une défaite un peu en premier match, un peu bizarre, hein, 11-1, 18 hits au total pour les Athletics. Match 2, Los Angeles répond avec 4 home runs, dont un de Max Muncy. Victoire 9-3, et après match 3, Ohtani, c'était sa soirée. C'était la Bubble Head Night de Ohtani. On pouvait récupérer sa petite tête qui bouge. Du coup, pour fêter ça, qu'est-ce qu'il nous a fait? 2 home runs, 6 RBI. Allez, hop. Merci, au revoir. Victoire 19-2. On a lavré l'affront du premier match. C'est fini. Mets Pirates, les Mets gagnent 2-1. Je ne reviens pas trop dessus, mais en gros, Pete Alonso, il a été clutch sur le premier match avec un beau sac fly. Duel Paul Skeens, David Peterson sur monticule. Et derrière, deuxième match, Brent Batty qui donne la victoire avec un HR en 7e. Kodai Senga qui a... ça a failli lui passer sous le nez cette victoire. Et match 3, c'est le réveil des Pirates, notamment grâce à Gorski et Triolo qui frappent leur HR contre Clay Holmes. Rare victoire des Pirates, 4-0. C'est leur première de plus de 4 runs depuis 21 matchs. Oh. Eh ouais. Bon, les Mets, ça les empêche pas de rester bien solides, même sans Soto, parce qu'il n'était pas là en Game 3, mais ceci dit, voilà, ils prennent cette victoire. Les Twins face aux Orioles. Bon, allez, pas de suspense, sweep. Je vais pas faire le débrief, mais en gros, sachez qu'à la fin de cette rencontre-là, les Minnesota Twins étaient à 11 victoires de suite. Spoiler alert, ils sont à 13 aujourd'hui. Ce soir, je ne sais pas s'ils ont terminé leur match, mais hier, ils étaient à 13. Cubs Marlins.
Les Cubs s'imposent 2-1 face aux Marlins. Ouais, rien à signaler de particulier sur ce match-là. Ouais, non, sur cette série-là. Allez. White Sox contre les Reds. Ils sont en train de perdre, hein, 4-2 contre les Brewers. Ouh. Ouais, mais ils peuvent revenir. White Sox contre les Rays. Bah, White Sox gagne avec une super action. Et HR décisif de Miguel Vargas en 10e. Dans le game 1. Ouais, on en reparlera peut-être après, Miguel Vargas. Et une action aussi, je ne sais plus qui est le deuxième base. Il y a une pop. Je ne sais plus qui est le deuxième base des White Sox. Il va pour la récupérer. Du coup, la pop, hop, elle monte, elle va redescendre. Et il la prend sur la tête. Ouais, c'était l'action, la pire action de la semaine, je crois. Rangers Rockies. Du coup, ça fait double pop. Ouais, double pop. Rangers Rockies, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Un sweep. Un sweep, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Les pauvres. Et ouais. Oh là là. C'est incroyable. Allez, c'est tout pour les séries de la semaine. Qu'est-ce que tu as retenu de la semaine, toi? Qu'est-ce que j'ai retenu de la semaine? Oh, breaking news qui est tombé là il n'y a pas longtemps. Là. José Alvarado. Ouais, j'ai vu. Il est un peu imposant quand même, tu vois. C'est un peu le Prince Fielder du monticule. Enfin bref, on comprendrait quoi. Voilà. Donc du coup, au lieu de faire un régime, on va dire alimentaire ou une diète ou un truc comme ça, il a décidé de prendre plutôt des médicaments apparemment, d'après les Phillies. Il a apparemment décidé de prendre des médicaments. Voilà, je dis juste ça, pour perdre du poids. Il s'est pris 80 matchs de suspension pour dopage contrôlé positif à la testostérone exogène, une substance anabolisante. Voilà. Tout ça pour perdre du poids. C'est dommage. Dommage parce que notre petit José Alvarado, quand même, sa sanction prend effet immédiatement. Donc, finito la saison. Voilà. Et il était à 7 sauvetages, 4 victoires pour une défaite, 1 ERA à 2,70, 20 apparitions sur le marbre, 25 strikeouts, 4 buts sur balle et 20 manches lancées. Voilà, tout ça pour un médicament qui fait perdre du poids. Voilà. Alors, la testostérone ne fait pas perdre du poids. Il faudra lui expliquer. L'éphédrine marche bien. Pardon, je donne des tips. Non, mais c'est pas le médicament pour perdre du poids, mais c'est le steak aux hormones, c'est ça les États-Unis aussi, il faut arrêter. Ah, il a eu le même doc que Alberto Contador ou le même cuisinier. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais plus de celle-là. Ok, t'as quoi d'autre? Oh, qu'est-ce que j'ai retenu? Attends, j'ai écrit un truc tout à l'heure. Moi, j'en ai plein. Oui, oui. Bon, on va un peu calmer le jeu sur ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Tu voulais pas parler de Rafi? Chris Taylor. Ah, Chris Taylor. JFA. À profit de qui, quand même? Tommy. Voilà, petit Tommy, quand même. Tommy Edman revient chez les Dodgers. Voilà. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Chris Taylor? Oui, c'est Chris Taylor, ouais. Et c'est à la place de c'est Tommy Edman qui revient en actif. À sa place. En parlant de ça, il était là depuis 2016, Chris Taylor. Et il y en a un qui avait été viré aussi en DFA cette semaine, c'est Austin Barnes, le catcher c'était le plus ancien joueur de l'effectif celui qui était là depuis le plus longtemps aux Dodgers, depuis 2015. Non. C'était le dernier DFA, ouais. Okay. Bon, l'info, on s'en balait que Paul Skenis qui va jouer pour Team USA. On a l'impression que en fait ils veulent vite sweep l'année 2025 parce que c'est nul et il fallait directement en WBC 2026 directement pour voir un Japon-États-Unis directement. Mettons-le en finale, ne faisons pas de compétition et puis voilà. Comme ça au moins on voit tout le monde. Judge est capitaine, Skenis lance sur monticule, enfin voilà, bref. Il faut que je balance la dernière news quand même, un point City Connect. Vas-y, je te laisse. Ah bah oui, t'es obligé de me le laisser. Ouais. Allez, la vraie couleur de Boston, c'est le vert du Green Monster. Il est joli, c'est plutôt une réussite. Voilà, il est sorti cette semaine. Le maillot City Connect des Boston Red Sox après le maillot commémoratif City Connect jaune criard. Et pour ceux qui ne l'aiment pas, écoutez, voilà, on s'en fout de toute façon. Il restera.
il restera emblématique. Oui, mais ils vont continuer à l'utiliser. Bien sûr. Et là, on a un très beau vert Green Monster avec toute une typologie afférente à ce Green Monster. Ça va des petites lumières rouges et vertes qui est sur le côté gauche du maillot en dessous de l'étiquette de la marque. En inscription en jaune, voilà, le même, on va dire, oui, le même râle, hein, le même râle de jaune, donc le même code couleur. Tout, lettrage, enfin tout. Moi, je trouve que c'est un très très beau maillot. Il arrive dans le top 2. Pour moi, le top 1, c'est DC, clairement. Ah bah oui. Dans les nouveaux, t'entends. Dans les nouveaux, ouais, dans les nouveaux. Dans les anciens. Dans les nouveaux de 2025, DC est premier. Dans les anciens, oui. Ou alors je les mets à égalité. Je les mets à égalité quand même. Parce que j'aime bien Boston. Voilà. Ouais, on le savait. Et aussi, ah oui, non, attends, il faut que je le fasse quand même. Dis-moi. Tap, strike again. Ah oui, alors le point bash. J'ai même pas donné mes news, mais vas-y, donne le point bash. Eh bien, un point bash, la Tarp a encore happé quelqu'un et une femme cette fois-ci. La pauvre. Oui. Les pauvres. Un match des Reds. Donc, Randy Lay, du coup, on déploie la bâche. Ok, on y va. Ça court, bah, bien sûr, dans tous les sens, hein, pour redéployer cette bâche de je ne sais pas combien de mètres carrés. Et elle se fait happer par la bâche. Happé par la bâche. Et elle se retrouve en dessous. Mais du coup, après, quand tu es au milieu du terrain et au milieu de la bâche, il faut retrouver la sortie quand même. Il faut pas être claustro, hein, je trouve. Hein, finalement. Et donc, c'est quelqu'un qui la guide, donc, qui est sur le tarp, et qui la guide pour jusqu'à l'arrivée, finalement. Voilà. Et elle sort saine et sauf, quand même, de cette bâche. Ouais. Ok. En parlant de Randy Lay, tu sais que les Rays ont subi samedi dernier leur premier Randy Lay de leur histoire. Et oui, j'ai vu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont eu, les supporters? Un beau mémorabilia, quand même. Bah ouais, un petit kawaii, comme à Disney, quand il pleut. Ou quand tu je sais pas, je suis jamais à la Disney Logie. Donc, moi non plus. C'est vrai? Le parc Astérix, c'est pareil. Ah ouais. J'allais dire, t'as 4 gamins et t'en as pas un qui t'a réclamé Disney dans sa vie, un peu? Si. Bon, allez, stop. Allez, on poursuit. Qu'est-ce que j'ai... Allez, moi, je fais en vrac parce que je suis un... Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai vu qu'il y a une dame... Parce que ta vie est en vrac, le J. Ceci dit, c'est vrai. Bon, bref, passons. J'en rigole, mais c'est pas drôle. On enchaîne. On parlait de Boston. Tu sais qu'à chaque match de crochette, il y a une dame qui fait du crochet. Et donc, elle a fait son petit tricot. Depuis qu'il joue, à chaque fois qu'il joue, elle fait son petit tricot. Donc, elle commence à avoir un grand truc. C'est Prince Fielder qui va avoir le maillot ou le tricot? Ouais, visiblement. Enfin, voilà. Donc, Ah non, José Alvarado, il va avoir froid cet hiver. Pardon. Et je trouvais ça drôle. Qu'est-ce que j'ai vu? Complete game, deuxième en 3 jours, hein, quand même. La semaine dernière, on avait Eric Fidi des Cards et on a eu Kolek qui a fait un complete game shutout pour son deuxième match MLB. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Contrairement, on n'a pas de no-hitter, pas de perfect game pour l'instant. On se contente des complete games, c'est bien. T'as vu que les Dodgers, ils sont chauds là, déjà? Ils sont chauds à l'infirmerie? Non, ils sont chauds. La saison, elle est même pas finie. Ils veulent braquer Tucker, c'est ça? Ils veulent braquer Tucker. Ils vont le braquer. C'est des ouf. Ils vont même braquer Bregman, tu vas voir. Même s'il n'est plus dans les plans. Ouais. Tu vas voir. Ou Devers. Sans doute Devers. En parlant de Devers, tiens. Bah non, tu voulais pas parler de Devers, toi? Ouais, si, Rafi l'enfant gâté de Boston. Bah, du coup, il claque un walk-off home run hier. Et ce soir, il claque un grand slam contre Atlanta. Ça va, rien que ça. Ça va, Imhotep. Ça va. Ouais, ça va. En parlant de walk-off, cette semaine, on a eu le Tuesday Night Walk-Off. En 4 minutes, on a eu un walk-off chez les Tigers, ravi. Chez les Astros, ensuite chez les Cubs. Et pour terminer la soirée un peu plus tard, on a eu celui des Padres avec Fernando Tatis. À noter aussi qu'on a eu ce fameux grand slam
juste avant, mais là, ça compte pas, c'était pas en walk-off, c'est sur un autre match dont on a parlé tout à l'heure, qui était Ouais. Giants D-backs. Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai noté Yadi Diaz des Rays. Je sais pas si tu as vu. Il a pas pu aller jouer à Toronto. Oh. Problème de passeport. Il a pas son passeport? Il a pas son passeport, du coup, il a pas joué. Ouais. On a quoi d'autre? C'est quand même un comble quand même. Ils ont C'est une équipe pro, quoi. c'est une équipe pro et t'as des mecs qui sont payés pour ça quand même, au niveau logistique, parce que je pense que ils doivent se faire accompagner parce que déjà les mecs qui parlent pas la langue, au niveau administratif c'est compliqué, enfin voilà. Et il y a personne qui est là pour dire ah bah tiens on va lui le passeport il est périmé ou il est pas périmé quoi. Enfin voilà. C'est incroyable. Un truc incroyable, t'as vu Ahmed Rosario qui s'est blessé? Lui, je pense que ça peut être un Darwin Award. Non. Il a couru à travers la table basse de son hôtel qui était en verre, il s'est coupé la jambe. Darwin Award. Il est bon, lui. Ça continue. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Il est bon. En parlant de qu'est-ce qu'on a dans la tête, j'ai oublié d'en parler pendant la série entre les D-backs et les Giants, mais il y a un truc hyper drôle. Je sais pas si tu as vu Torre Lovullo, le manager des D-backs, il se fait expulser. Il revient sur le terrain et il expulse tout le corps arbitre. Ah oui, il distribue des. Il distribue. Éjecté. Il voit l'Empire. Éjecté. L'arbitre de base. Éjecté. Il met tout le monde dehors. Il se casse. Parce qu'en plus, je regardais ça d'un œil, tu vois. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je le vois qui met tout le monde dehors. Wow. C'était assez fou. Bon, bref. Du coup, ils sont partis. Non, c'est lui qui est parti. Bon, bref. Bon, en parlant de manager, c'est pas. Il y en a d'autres qui se sont fait éjecter, mais de leur poste. Je commence par Brandon Hyde des Orioles. C'est pire que le Black Monday en NFL. Hein. Qui s'est fait virer. On rappelle, il a été manager de l'American League en 2023. On a Bud Black qui s'est fait virer des Rockies. À qui la faute? Ouais, moi, je pense que de toute façon, les Rockies, le problème. C'était le meilleur, le meilleur dans ce monde de négatif des Rockies, quoi. Ouais, après, bon, Brandon Hyde, ça tourne pas chez les. Est-ce que c'est le seul fautif? Je sais pas, mais bon. Les Orioles, c'est compliqué cette année. En effet, ça a du mal à gagner, ça a du mal à prendre. Maintenant, je vois pas là de toute façon ce que ça va changer. De plus, je pense que c'est l'équipe vraiment qui n'y arrive pas. C'est une équipe de jeunes, c'est compliqué. Et le recrutement, il n'a pas été assez bon, tu vois, pour reprendre tout ça. Bon, bref. Et pour les Rockies, tu mets Bud Black, tu mets un autre, je pense que ça changera pas grand-chose. Le seul souci, c'est que les Rockies, c'est pas là le problème, c'est pas le manager. Hein. Tu vois, ça fait des années et des années qu'ils traînent les bas-fonds, qui récupèrent des premiers tours de draft. Ils arrivent à sortir. Alors, quand ils sortent des gens, il y a quelques années, on a eu Nolan Arenado, Trevor Story. Voilà, on a eu ces joueurs-là. Mais derrière, regarde, il n'y a plus rien qui sort. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au scouting et il y a sans doute un problème aussi dans leur farm system, dans leur développement des joueurs. Donc, déjà, j'irais plutôt chercher ce qui ne va pas là et là avant de commencer à virer Bud Black comme ça, qui est fusible en fait. Bref, bon, ça c'était mon force à France Rockies quand même sur X. Ouais, c'est vrai. Il est toujours de bonne humeur et tout, je comprends pas. Ouais, c'est génial. En tout cas, il a un compte à suivre en tout cas. Et il est toujours là. Le jour où ils vont gagner des matchs, il va être triste en fait, il va déprimer. Allez, un dernier, je termine avec ça. Point retraite, Evan Longoria qui prend sa retraite, Matt Carpenter et Tony Kemp. Voilà. Je sais à dire. Ah oui, on a oublié l'info de la semaine. Pete Rose et Shoeless Joe Jackson qui ont été. Qui ont été. Alors. Nos voisins du studio en ont parlé quand même assez longuement dans leur dernier podcast. Bon. Non, mais c'est l'info. Je leur laisse leur analyse qui est très bien et voilà, très bien construite, etc. C'est l'info de la semaine. Il faut savoir que ces deux. Alors, tous les joueurs qui ont été décédés ont été
2 nouveaux mis éligibles sont sortis de cette peine qui était d'être inéligible jusqu'à la fin des temps. Et donc, ils sont de nouveau éligibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils rentreront au Hall of Fame, parce qu'au Hall of Fame, il faut encore être voté par tous les analystes et les écrivains. On vous a expliqué un petit peu dans un épisode comment ça marchait le Hall of Fame. Il faut être élu par ces gens-là. Ça m'étonnerait, c'est des gens plutôt qui sont conservateurs, etc. Ça m'étonnerait qu'ils rentreront. De toute façon, Pete Rose, si c'était moi, je dirais que pour le joueur, pour ce qu'il a donné, pour l'énergie qu'il donnait au baseball, etc., je voterais pour. Après, il y a une part d'ombre chez ce joueur, pas que les paris sportifs. Mais Julien, un joueur de baseball, c'est un sportif pro, mais c'est aussi une personne humaine. Donc c'est les deux en même temps. Donc c'est les deux mélangés. Ouais, mais on Voilà. parle quand même aussi d'une époque qui est les années 70 et 80, et on vivait pas de la même façon. Enfin, là, on analyse ça avec notre œil de 2025. Je ne cautionne pas pour autant, mais je dis qu'il faut se remettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'épisode, c'est comme Shoeless Joe Jackson. On part d'une époque où il y a beaucoup de flou sur cette histoire. Il y a une histoire de mafia là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Voilà, on peut pas juger comme ça, et voilà, c'est tout. Bon, ceci dit, c'est la grosse info. C'est fait, ça veut pas dire qu'ils iront au Hall of Fame, mais bon, voilà. Au moins, on l'a traité. Allez, on passe au Player of the Week. Yes, Player of the Week. Désolé pour les pages. J'en ai deux. Donc un American League et un National League. D'accord, Julien? Jusque-là, ça va. J'ai pas fait le point de classement. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le ferai après. Oui, on le fera après. Du coup, en American League, j'ai fait dans la variété. C'est-à-dire que j'ai pris, on l'a cité tout à l'heure, Miguel Vargas des Chicago White Sox, le 3e base, qui cette semaine, donc les 7 derniers jours, je rappelle, je prends les stats des 7 derniers jours, d'accord? Il nous fait 5 matchs avec 21 apparitions au marbre, 4 runs, 8 hits, il fait 2 doubles, 3 home runs, 8 points produits, et il se fait éliminer une seule fois par un lanceur. Voilà. La slash line, vous irez la regarder sur mlb.com, voilà, de toute façon, il est au-dessus des 35% sur le batting average et sur la présence sur base. Voilà pour moi pour l'American League, Julien. Moi, je prends Cody Clemens des Twins. Oh, le fiston du lanceur de New York et Boston aussi. Ouais, qui a aussi pris des. Roger Clemens. Qui a aussi mangé du steak aux hormones. C'est une autre époque aussi. Notre époque. Ouais, bah moi je le prends. 20 at-bats. De quoi? Le steak aux hormones? Non, Cody Clemens. Bah parce qu'il est dans l'équipe du moment, là, 13 victoires de suite. Enfin, peut-être ce qui va s'arrêter ce soir, mais 8 hits, un double, 2 home runs, 6 RBI. Bon, il prend 7 strikeouts, 6 strikeouts. Non, quand même. Ouais, mais il produit. Ouais, mais il produit. Allez, j'en donne qu'un cette semaine. Je suis gentil. On passe en National? Allez, National. Oh, il est rarement cité. Il est première base. C'est rare, première base quand même. Allez, Wilmer Flores des Giants. Eh oui, cette semaine, du lourd, du costaud. Le gros cochon au niveau statistique. 5 matchs, 20 at-bats, 6 runs, 8 hits, 3 home runs, 9 points produits. Pareil, il s'est fait éliminer une seule fois par un lanceur. Et là, je vais la dire. Donc en batting average, il a 40%. Et en présence sur base, il est à 50%, avec un OPS à 1.350. Pas mal. Et ben moi, je vais surprendre tout le monde. Will Benson. Ouais, champ droit des Cincinnati Reds. 19 matchs, 5 runs, 10 hits, un double, 5 HR, 10 RBI. Bon, 4 strikeouts, mais il prend 3 bébés quand même. Une base volée. Une présence sur base de presque 60%. Ah,
Et ouais, avec un slugging à 1360. En même temps, quand tu tapes 5 HR, ton slugging, il monte tout de suite. Ah ouais, peut-être que lui sera le joueur de la semaine, effectivement. Ouais. Moi, je mets Will Benson. Et nous arrivons à l'heure de podcast. C'est parti. Ouais, allez, je fais vite. Ouais, je fais vite un point classement. Ouais, surtout qu'en plus, on a encore des trucs à dire. Bon, allez. Nous sommes bien le 18 mai. Ce 18 mai. Allez, on y va. Bon, allez, je me dépêche. C'est parti. On va commencer par l'American League. La division Est, les Yankees toujours en tête avec 26 victoires, 19 défaites. Suivent les Red Sox. Et là, c'est compliqué cette. C'est compliqué cette division. Hein. Ouais, c'est la pire division. Ils sont tous dans le négatif. Red Sox 23-25. Blue Jays 22-24. Tampa Bay Rays 21-25. Alors c'est serré, certes. Orioles 15-30. C'est compliqué. Derrière, on passe dans la centrale. Le Mordor qui finalement n'est plus tant de Mordor que ça parce que là, tout le monde est quasiment dans le positif, sauf les White Sox. Les Tigers, 31 victoires, 16 défaites. Les Twins, surprenants Twins qui, avec leur rallye, là, 13 victoires d'affilée, sont à... Ah bah non, ils viennent de prendre la défaite. Et ben voilà. Je viens de voir. Bam. Désolé. 26-21. Les Guardians, 25-21. Qui, eux, continuent leur série de défaites. Ils sont à 4. Kansas City, 25-22. Pareil, série de défaites à 4. Et les White Sox, qui sont à 14-32. Waouh, attends, Orioles 15-30. White Sox 14-32. Ouais, ils sont pratiquement pareils, non? Ouais, bah ouais. Allez, on part à l'ouest. Là aussi, c'est serré. Seattle Mariners, 29-19. Houston Astros, 24-22. Texas Rangers, 25-23. Athletics, 22-24. Et ensuite, les Angels à 19-25. Et ça, c'est serré, hein, sachant que les Angels sont sur une série de 2 victoires. Les Mariners sont sur une série de 2 victoires. Et les Astros, une série de 1 victoire. Attends, les Angels sont sur une série de 2 victoires, ça veut dire qu'ils ont gagné leurs 2 matchs contre les Dodgers. Bon, bref. Allez, on passe à la National League. On va à l'Est. Freeway Series. Freeway Series. Dingue. Les Mets, qui mènent 29-17, suivi des Phillies 28-18, pas de surprise. Les Braves qui reviennent dans la course et qui sont enfin dans le positif avec 24-23. On n'y croyait plus. Ouais, on les voyait plus. Les Nationals qui marquent le pas un petit peu là parce qu'ils sont sur une série quand même de 3 victoires, mais qui ont connu une petite baisse de régime en début de semaine, 21-27. Et ensuite, les Marlins, 14-27. On passe dans la centrale avec toujours une domination des Cubbies, 27-19. Saint-Louis, qui fait pas de bruit, mais qui revient tout doucement, 26-20. Pour une équipe qui jouait le maintien. C'est pas mal. Hein. Les Reds, 24-24, bilan équilibré. Les Brewers, 22-25. Ils ont du mal, les Brewers. Hein. Ils ont du mal. Hein. C'est compliqué. Pittsburgh, 15-32. Wow. Ouh. Ouais. Ligue de la purge. Hein. Wow. Dodgers, on passe à l'ouest, pardon. Les Dodgers sont à 29-17. Derrière San Diego qui colle toujours avec 27-19. Les Giants qui, malgré 2 défaites de plus, restent à 27-19, mais restent collés. Les Diamondbacks aussi sont encore dans le positif avec 24-22. Et enfin, nous vient les Colorado Rockies avec 8-37. Et un point sur le run differential des Colorado Rockies, moins 143. Waouh, c'est chaud. Dis-toi que tu mets le run differentials des Athletics et des Angels qui est respectivement de moins 60 et moins 61, bah t'y arrives pas encore. Ouais. Par contre, Baltimore, ils ont décidé de... Ils sont en moins 85 en run differential. Ça va. Ouais, bah c'est... Oui, alors il y a un gap, hein. Je veux dire, c'est... Les plus nuls, c'est les Colorado Rockies, mais tout de suite après viennent les Baltimore Orioles. Enfin voilà, ça c'était le point classement. Un petit point blessure rapide. Allez, c'est parti. Rapidement.
Ouais, rapide. Qu'est-ce qu'on a Bah, par Cabrera. Bah oui, Cabrera. Qu'est-ce qu'on a? Après, c'est que du day-to-day. Colragan, ça non, qui est blessé aux adducteurs, qui est sur la liste des 15 jours. Tyler Gilbert, aussi pitcher, au genou, 15 jours. Tyler O'Neill qui fait des allers-retours sur le day-to-day. Ouais, je sais pas ce qu'il a, ouais. Problème à son épaule. Ouais. Aaron Nola. Oh. Cheville, 15 jours. Ah oui, cheville en mousse. Non, mais cheville, problème à chier. Carlos Correa et Byron Buxton qui se sont collisionnés. 7 jours pour Correa. Oh là là. Ouais. Buxton est revenu, je crois, il me semble. Il avait été placé sur les 7 jours, mais il a été réactivé. Il me semble, juste pour lui, une contusion. L'autre était passé en protocole commotion. Eduardo Rodriguez, qui est pour l'épaule aussi en 15 jours. Et après, rien de bien particulier. Ah si, Seth Lugo en début de semaine, qui est parti pour un doigt. Oh. Et Tanner Rook, 15 jours aussi. Voilà. Mais un doigt, c'est-à-dire, il s'est fait faire une greffe de doigt ou... Non, il a dû prendre un coup sur un doigt, je sais plus quoi. Rocky Sasaki, mais ça on en avait parlé la semaine dernière. Bah non, il est parti pour 15 jours. Là, il a été réactivé sur celle de 15 jours. José Quintana, la semaine dernière, en début de semaine, pour l'épaule aussi. Corey Seager pour les ischios. Et voilà, c'est tout pour cette semaine au niveau de tout ça. Allez, on passe au dernier point. Ok, pas de série à suivre? Bah, oui, si, les séries à suivre, on pouvait en parler, mais moi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, on est déjà long et il nous reste... Pour la semaine pro, vite fait, moi, pour la semaine pro, je vous conseillerais Arizona Dodgers, les Rangers New York et un petit au cas où Tigers Cardinals. Voilà. Ouais, et puis de toute façon, la semaine prochaine, on va revenir sur tout ce week-end de rivalité. Enfin, week-end, je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant. On regardera rapidement, on fera un petit tour rapide sur les séries de la semaine, mais on s'attardera pas trop. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé dans ces rivalités. Bah, ça dépend. Les séries de la semaine, c'est de la folie. J'en parlerai. Ouais, bien entendu. Mais bon, ce sera intéressant de faire un petit point quand même là-dessus la semaine prochaine. Oui. Comme ça, on passe direct au point 4, et parce que c'est moi qui l'ai préparé, ça risque d'être long. Tu as 10 minutes pour le faire. Chaud patate. Allez. 10 minutes. Je bon, bref. minutes. Il est 22h50, parce qu'il est 22h50, là où on enregistre actuellement. Voilà. Si t'arrêtes de parler, déjà, je pourrais commencer. Ça, c'est un premier point. J'aimerais aller dormir. Ça, c'est un point. Allez, moi, je vais vous parler de 2 points. Je vais d'abord vous parler je vous ai promis une balade dans les bois. Et ouais. Non, mais c'est parti d'un constat assez simple, en fait. Quand je regarde les jeunes joueurs qui passent de l'alu au bois, en fait, et qui ont toujours des difficultés, etc., je me suis dit comment on peut régler ça, en fait, pourquoi il y a cette difficulté, en fait. Est-ce que tu sais, toi, déjà, quel est le bois des battes de baseball actuellement en MLB? Actuellement? Ouais. Quelle essence? Ah, merci. Voilà, ça c'est précis, parce que je suis quelqu'un qui aime bien la forêt. De déduction, je viens parce que je n'ai pas regardé, je te le dis pendant le podcast. De déduction, je pense qu'on est plutôt sur de l'érable, vu qu'on est à côté des grandes forêts d'érable, mais aussi, je pense, parce que c'est une essence qui est quand même qui revient assez essentiellement dans les docus télé, le bouleau, je pense. T'en as. Allez. T'en as un de bon. Ouais, les battes, en fait, elles sont faites essentiellement actuellement en érable. Sachant qu'avant. Tu vois, la déduction, incroyable. Bon. Et du coup, souvent, on passe de l'alu à l'érable, en fait. Mais l'érable, c'est un bois qui est très dense, en fait, et qui pardonne pas beaucoup, en fait. Sachant qu'avant, on est passé Avant, c'était le frêne qui était le bois le plus utilisé, notamment à la fin des années 90 et au début des années 2000, en fait.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, Ted Williams, Jackie Robinson, Hank Aaron, Ichiro Suzuki, Jeter, voilà, et ils utilisaient beaucoup le frêne. C'était une batte qui était très utilisée. C'est un bois qui pardonne, qui est plus léger, qui est moins dense, en fait, qui pardonne, qui a un peu plus de, on va dire, de souplesse par rapport à l'érable, qui en fait, lui, l'érable est plus dur et il va pas pardonner. En gros, la zone de frappe, elle va être plus tolérante sur du frêne que sur de l'érable. En plus de ça, on a un poids de batte qui est complètement différent. La répartition est différente vu qu'on en a un qui est très condensé et l'autre qui est un peu plus libre. On a un bois qui est plus classant, qui va être l'érable. Et c'est ça aussi qui fait la différence, que les jeunes joueurs vont avoir du mal à faire cette transition. C'est pour ça que je conseille de passer sur plutôt du frêne que sur de l'érable, parce que c'est plus tolérant, plus facile à manier. Parce qu'une batte aussi, il faut comprendre une chose, c'est son moment d'inertie qui va faire que c'est plus facile à bouger. Le moment d'inertie, c'est le poids, c'est la force qu'on va devoir mettre pour que la batte tourne autour d'un axe. Plus c'est lourd, plus c'est difficile. Moins on a de vitesse, moins on a de contrôle. Plus c'est léger, plus c'est facile, plus on a de contrôle. Donc voilà, c'était là-dessus. Mais comment on est passé du frêne à l'érable? Tu vas me demander. Bon, premier point, c'est Barry Bonds. Parce que Barry Bonds, en 2012, il pète le record. Et avec quoi de l'érable. Donc tout le monde se dit, hop, on va passer à l'érable. 2002 aussi, on a une espèce invasive qui vient d'Asie et qui va bouffer en fait tous les frênes, toutes les grandes forêts de frênes, notamment la forêt de la marque Louisville Slugger, en Pennsylvanie et dans l'État de New York, qui va tout bouffer, qui va bouffer tout le bois. Donc c'est à peu près 800 000 bahts par an qui doivent être foutus à la poubelle parce que le bois a été complètement bouffé. Du coup, on a une montée en puissance de l'érable. En 2014, on a 70% des joueurs de MLB qui utilisent des battes en érable et en 2021, on est monté à 87%. Parce qu'on a une meilleure vélocité, enfin exit velocity qui est bien meilleure que sur du frêne, et on a des joueurs qui vont taper des records, notamment Aaron Judge qui va faire sa saison à 62 home runs. Donc voilà. Mais le frêne par contre, il continue à être utilisé par beaucoup de joueurs qui sont plutôt des joueurs de contact. On a Ichiro qui l'utilisait pendant longtemps. Et Luis Arraez, alors, il a quoi? On y vient après, attends, je vais te dire. Mais il l'a fait. Et il y a un joueur, tu vois, qui va faire. C'est Joey Votto. C'est le dernier joueur qui a utilisé de l'érable de manière constante, parce qu'il y a beaucoup du frêne, pardon, de manière constante, parce qu'il y a encore des joueurs. Albies utilise de temps en temps du frêne. Arraez utilise aussi de temps en temps du frêne. Il y a encore quelques joueurs qui utilisent. Ravi Baez, il utilise encore du frêne de temps en temps, mais c'est pas leur batte, si tu veux, c'est une batte de complément. Et ceci dit, le seul qui terminait, qui faisait tout en frêne, c'était Joey Votto. Dis-toi, quand donc Louisville a eu ce problème avec le burpestre, c'est le nom de l'insecte, hein, du frêne. Joey Votto était actif. Ouais, il était encore actif. Et il a racheté tout le stock de frêne, de battes en frêne de chez Mariucci. Mariucci qui est maintenant avec Victus, donc deux marques qui sont sœurs, qui sont les fournisseurs officiels de battes de la MLB. Bref, il a racheté tout le stock. Il a fait chez lui, il a mis une maison, il a fait un, comment ça s'appelle? Oui, un sarcophage, en gros. Ouais, c'est ça. Il a emballé toutes ses battes, il les a mis sous vide, il les a mis dans un endroit avec réglage de l'humidité, de la température, etc. Et il a rangé toutes ses battes. Et il est même allé dire tellement il aimait et tellement il savait que c'était rare maintenant ces battes en frêne, que des fois il choisissait ses swings en fait. Il avait des balles, il savait que il risquait de casser sa batte et du coup il préférait ne pas swinger. Complètement amoureux de ce bois pour sa légèreté, pour son rebond, pour tout ce qui. Ça, c'est un professionnel. Voilà, mais surtout, ça te montre à quel point, déjà, le baseball est romantique et ça en fait partie, tu vois, tout ça, tous ces trucs-là. Et bref, maintenant, peu de battes en frêne, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une batte en alu. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début. Les jeunes, quand vous passez de l'alu au bois, privilégiez du frêne. C'est toutes les battes. Vous avez le frêne en anglais, c'est H. Le J, S-H. je te coupe. Il y a vraiment des jeunes qui nous écoutent? J'en sais rien, mais peut-être leurs parents.
Parce que c'est eux qui achètent les battes, tu me diras. Mais même des joueurs, même moi, tu vois, passer de l'alu au bois, bah, je suis passé. Vous avez le droit de jouer avec des battes en bois dans vos ligues? Mais bien sûr. Ah ouais? Bon, et il y a une alternative, il y a 2 alternatives qui sont passées là. Tu me parlais du bouleau tout à l'heure et en effet, le bouleau, c'est un des bois, en fait, ça va être le mix parfait entre le frêne et l'érable. Ah bah voilà. Ça va avoir la dureté et le truc compact de l'érable et en même temps la souplesse du frêne et donc ça va nous permettre d'avoir des battes qui sont vraiment très polyvalentes, ultra polyvalentes et il y a beaucoup de joueurs qui commencent à s'y mettre, notamment, le plus connu, c'est Vladimir Guerrero qui joue En en boulot. bouleau, donc c'est Birch en anglais, B-I-R-C-H. Ouais. C'est une batte qui va être souvent très équilibrée, qui va faciliter le swing et cetera et qui nous permet d'avoir une très, très bonne progression et ça peut être une bonne alternative. Encore une fois, je dis pour les jeunes joueurs ou même pour les joueurs adultes qui vont passer par exemple d'un niveau régional ou un niveau national et ça peut être une super alternative. C'est une batte qui rend bien, le son est quand même vraiment intéressant. Moi, j'aime bien le pop du bouleau, hem ça peut être hyper intéressant et derrière, on a un troisième bois et c'est un bois là plutôt de l'Europe, parce qu'on a des forêts immenses, Ah peut-être j'ai peut-être un truc, ouais. bah, L'être? exactement, c'est l'être. On a des forêts immenses en Europe de l'Est et en Allemagne notamment et l'être rend super bien et il est encore un peu plus dense que le bouleau. Si tu veux, c'est entre le bois qui va être entre le bouleau et l'érable et il donne D'accord. de super bonnes sensations. Alors aux États-Unis, vous n'allez pas trouver de grandes marques qui l'utilisent parce que finalement, Exportation. ouais, voilà, Et puis le prix, la taxe des douanes maintenant. ouais, c'est ça et du coup, c'est un peu plus compliqué mais bon, si vous voulez, en fait, les grandes marques maintenant commencent à se mettre sur le bouleau. Notamment, on a B45 qui fait des battes en bouleau. Les iconiques donc Rollwing, Louisville et cetera font des battes en bouleau. Beaucoup de ces marques-là. Mais vous allez retrouver surtout chez les historiques, vous allez retrouver des battes en frêne, en fait. Chez Rollwing, chez Louisville, il y a encore pas mal de battes en frêne. Sinon, les autres sont tous passés à l'érable et à un peu de bouleau. Mais le bouleau, c'est vraiment une très bonne, une très Alternative. belle Ouais. alternative. Ça représente aujourd'hui une dizaine de pourcents des battes produites. Et Et la torpedo, elle est faite en quelle essence? Il y a une essence essentielle ou ils peuvent faire, non, avec, on peut le faire à on tout, va à mais tout? bon, OK. après la torpedo, vu pourquoi elle est faite, on va plutôt la faire en érable, tu vois? On va demander à un bois qui soit plutôt dur Dur, ouais. et cetera. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et après c'est des on va c'est là où je vais pouvoir passer au reste, mais on a aussi des gestions après qui vont être, de bois différents. Ça veut dire que il y a un côté écologique aussi là-dedans et c'est là où j'y viens, j'en viens. Je vais en parler après, mais juste avant de faire cette transition, ouais, vous dire aussi que voilà, on a comment? L'érable, ça met du temps à pousser, clairement. Donc il faut quand même plutôt, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des grosses forêts et des gros trucs. Par contre, on a le bouleau qui va relativement vite, à pousser et l'être aussi. Donc ça, c'est des gestions qui vont être un peu plus durables et plus faciles à faire que Mmh. sur le frêne et cetera. Parce que le frêne, de toute façon, on l'a vu, là, c'est compliqué de par, ce qui se passe écologiquement, en fait, avec, ouais, je vous fais un petit trop de topo, avec un insecte envahisseur et cetera, où tu es obligé de faire intégrer un autre insecte qui va être son prédateur pour que ça bâche pour que ça diminue et cetera. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, voilà. Du coup, j'en viens à un point hyper important. Faites attention aux arbres, chez vous et râlez quand vos mairies coupent des arbres parce que, les racines, démontent le macadam. Voilà, il y a des solutions à faire parce qu'on perd de la biodiversité, on perd de l'ombrage, on perd de la fraîcheur. Il y a des solutions. On peut mettre un petit cône en dessous avec légèrement évasé, avec un sol, comment, avec un sol absorbant comme sur les aires de jeu pour les enfants. Voilà, il y a plein de trucs, donc manifestez, levez-vous et cetera et il faut prendre soin de nos arbres et voilà et pour avoir des bonnes battes et je viens à un dernier tu as vu ça quand même? J'ai plein de qualités, hein.
Je peux parler d'écologie et soigner des genoux. Euh, Allez, j'en viens au dernier point, c'est le MLB Green. C'est la transition. C'est de qualité. C'est Voilà, la tout. transition toute trouvée, en fait. Ouais, le MLB Green, je voulais vous en parler parce que Jérémy m'a fait putain, ils cassent les couilles avec leur truc, le MLB Green, toutes les semaines sur le MLB TV. Mais il n'y a pas plus hypocrite. Non. Tu es d'accord avec moi, il n'y a pas plus hypocrite que les Américains déjà et la Non, MLB. mais alors, sur le coup, je suis plus ou moins d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que la MLB, c'est une ligue qui se positionne sur vraiment pas grand-chose en matière politique, en matière euh, sur les enjeux sociétaux, enfin pas sociétaux non, parce que l'on va parler du MLB Green, mais en tout cas l'aspect social, l'aspect racial, tous les problèmes, on va dire, qui sont liés vraiment à la politique, ils ont du mal à se positionner. C'est pas comme la NFL ou la NBA où tu vas avoir vraiment ce côté manifeste où les joueurs vont prendre la parole sur cet aspect politique. On est sur une ligue qui est très conservatrice, etc. Et là où c'est à souligner, moi je trouve que la MLB Green, par contre, c'est ce qui est vraiment de mieux fait aujourd'hui. C'est pas je suis allé voir parce que si je me suis dit: «Bah putain, c'est encore un truc, MLB, enfin on va faire du green pour, dire de mettre du green et cetera». Mais je suis allé voir du coup un petit peu, je suis allé me renseigner et il y a des engagements qui sont pris et qui sont assez profonds en fait. C'est vraiment la ligue qui est leader sur la démarche durable et environnementale. Chaque équipe, en fait, va déjà donner son Empreinte non, mais carbone? va donner ses projets, Non. sa liste de projets et cette liste, elle est affichée, tu vois? Elle est clairement si tu vas sur le site MLB Green, tu vois toutes les actions que les équipes vont mettre en place. Donc ils ont un carnet de route tous les ans avec voilà, on cherche à réduire nos déchets, récupération, qu'est-ce qu'on va installer, comment on va faire, quelles améliorations on va mettre dans le stade pour qu'on ait un stade qui soit l'un des plus, avec le moins d'impact, le moins d'impact, possible sur l'environnement, quels produits d'entretien on va utiliser et cetera. On change nos trucs. Enfin, c'est vraiment c'est hyper bien C'est fait. travaillé, quoi. C'est voilà, il y a plein d'exemples d'équipes, tu vois? Comme les Giants qui ont leur stade qui est le plus écolo des États-Unis, 0 déchet certifié. Les Mariners, où c'est un éclairage 100 LED. Les Washington Nationals, c'est, ils recyclent toute l'huile de cuisson, tout ce qui est les restes alimentaires et cetera. Les Phillies, il y a des panneaux solaires pour tu vois, pour alimenter le stade. Il y a plein de trucs et pourquoi c'est important? J'en parlais tout à l'heure du bois, des battes et cetera, c'est pas infini le bois. La pelouse parfaite, ça a un coût aussi en entretien et puis il faut aussi, responsabiliser un peu les jeunes parce que c'est un sport d'extérieur, c'est tu vois, c'est la nature un petit peu le baseball, tu vois? C'est pas que des parcs et cetera. Quand tu te balades aux États-Unis, Central Park par exemple, combien tu en vois Ah des bah oui, ballparks et c'est que la cetera? fille de ah ouais, c'est que des ballparks. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, on a vraiment on cherche vraiment à pousser tout ça, notamment avec des MLB Green Awards où on a le H2O Home Run Award, qui est pour le club qui a réduit le plus sa consommation d'eau. On a le Power Pitch Award pour celle qui a la la consommation énergétique la plus basse, LED, panneaux solaires, et cetera, et cetera. Le Green Glove Award, qui est sans doute le plus emblématique, qui récompense le club qui euh, produit le moins de déchets et qui recycle le mieux ses déchets. On a l'Eco Slugger Innovation Award, ça c'est qui récompense les innovations les plus originales comme, bah, tu vois, faire une terrasse, enfin un jardin en toiture, du compost mobile, des partenariats avec des fermes locales, des gobelets réutilisables, enfin bref, tout ça. Et derrière, il y a plein d'actions qui sont mises pendant notamment les All-Star Games, la post-season et cetera. Vraiment, il y a un truc qui est fait et c'est pas négligeable parce que je trouve que c'est bien, tu vois? On parle souvent de tout ce qui est, ouais, enjeux, sociétaux et cetera, de politique, mais enfin voilà, l'oublier un petit peu, enfin la planète, elle est pas extensible, et je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Ça s'intègre dans quelque chose qui fait pas de bruit certes, mais qui est hyper important. Enfin moi voilà, c'était le point que je voulais aborder, ça me tenait à cœur parce que déjà,
Avant de faire ce que je fais, je faisais de la biologie et tout ça et ça me tenait à cœur de voir ça et que l'initiative, en fait, elle est pas que de mettre un nom vert ou une couleur. Ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure, du vert des maillots City Connect, mais c'était pas juste ça, c'est vraiment qu'il y a un engagement et qu'il y a quelque chose qui est fait et ouais, la MLB est critiquable sur plein de points au niveau de sa gestion, au niveau de sa politique et cetera. Mais là-dessus, ça reste la ligue qui a le plus de transparence et qui se donne les moyens de faire quelque chose, tu vois? C'est pas juste je mets une journée un maillot, NBA green ou NFL green et cetera. C'est je fais quelque chose qui vraiment compte, les équipes s'engagent et ça, c'est bien, tu vois? C'est pas simplement la ligue qui dit: «Je fais quelque chose», c'est qu'ils entraînent avec eux toutes les équipes et ça, c'est quand même enfin, c'est à noter, et voilà et c'est à nous aussi d'en prendre conscience, qu'on soit fan, qu'on aille au stade, qu'on regarde tout ça et ben, de prendre conscience qu'aujourd'hui, quand vous verrez cette pub MLB Green, bah, dites-vous qu'il y a quelque chose à faire et allez voir, allez vous renseigner, allez voir ce que vous pouvez faire aussi vous, parce que finalement, en tant que fan, on peut faire aussi des choses. Heu, voilà, c'est de l'affaire de chacun, mais c'est bien de voir qu'on a des grosses franchises, qui drainent, qui gèrent beaucoup d'argent, qui s'impliquent quand même là-dedans, tu vois? Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout. C'était mon petit cri du cœur. Mon petit cœur. Oh, je vais pas te briser ton analyse parce qu'elle est tellement belle, voilà. Mais j'ai toujours dans ma tête que les USA, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que rien que dans leur pub commerciale, d'un côté, tu as, une pub pour, on va dire, Taco Bell et puis de l'autre, tu as un truc pour les médicaments pour faire perdre du poids, tu vois? C'est ça le truc. Et puis à un moment donné, tu vas avoir une grosse franchise qui produit des maillots à l'étranger avec un certain nombre de litres d'eau par maillot ou on va dire par merch, qui fait venir ces maillots-là avec un moyen de transport plus ou moins polluant. Enfin bref, tu vois, ok, c'est un très bel engagement. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans on va dire, dans cette machine logistique merchandising américaine. Ouais, C'est une goutte d'eau. Mais c'est mais louable. Mais pour moi, c'est soit ils essayent de se racheter, ou alors ils veulent peut-être prendre conscience, mais c'est une minorité qui veut faire ça. Tu vois, moi je suis allé au stade, par exemple, tiens, des Nationals. J'y suis allé à Washington. T'as quand même des gens, ils sont balèques de la nature, le J. mais je Hein. sais, mais c'est de l'éducation, tu vois? C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est de l'éducation. Je vois ce que tu veux dire et je comprends parce que comment faire? C'est vrai que tu es dans un pays où ils vont te vendre des 4x4, enfin des pick-up, qui consomment du 16 litres au 100. Combien t'as de pubs Toyota Tundra dans les matchs que tu vois? Tu dis putain, les Ouais, types voient toujours mais plus. mais ceci dit, tu vois, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de ce qu'il faut faire et cetera. Alors en effet, tu peux te dire que c'est une goutte d'eau et en effet, il faudrait aller chercher plus loin. Heu, mais tu vois, regarde surtout que le process de fabrication des maillots et cetera, il y a quand même des engagements qui sont pris, surtout quand tu parles de Nike et cetera, qui sont fort surveillés par toutes les dérives qu'ils ont faites pendant des années. Ah ouais, Donc ouais. maintenant, même quand Mmh. ils vont faire produire, ils font quand même attention à ce qu'ils font. Mais tu vois, je préfère voir ça, qui est certes, tu peux se dire un peu hypocrite, mais au moins qui va éduquer les gens, qui va montrer les gens, parce qu'il y a des actions qui sont faites tout au long de l'année autour des stades, et cetera. Alors oui, tu as toujours des cons qui vont jeter leurs trucs par terre, et cetera. Tu as toujours des cons qui vont aller couper des arbres parce que les arbres, ils sont en train de casser le bitume. Tu as toujours des trucs comme ça. Mmh. Mais ceci dit, voilà, au moins on éduque, on dit que voilà, bah, un arbre, c'est ça, jeter un truc par terre, c'est ça, et cetera. On voit les gens qui le font et ça entraîne. Alors oui, ça peut paraître hypocrite, oui, il faudrait aller voir et c'est là, moi, ça a été ça qui m'a fait arrêter de faire ça aussi parce que j'ai vu beaucoup d'hypocrisie dans le monde de l'entreprise Ouais, où j'imagine, on dit: j'imagine. «Bah, super, on fait un truc, ouais, c'est écolo et cetera», mais en fait, non, c'est une image. Mais ceci dit, au moins là, il y a quelque chose de concret et c'est ça que je veux dire. C'est qu'au moins c'est pas une image, c'est quelque chose de concret qui on y participe ou on n'y participe pas, mais au moins le peu qu'on fait, on le fait et ça, c'est bien, tu vois? Et moi, je veux juste rester là-dessus. Ouais. Parce que en effet, le baseball, bah, c'est la nature, c'est le bois d'une batte, on en a parlé il y a 10 minutes maintenant et Et il y la a la balle? balle, il y a plein de trucs qui rentrent, il y a l'entretien d'un terrain. Bah, voilà, ça fait partie de ça et en plus de ça, en France, on le sait plus que ça parce qu'encore ce week-end, tu vois,
Je suis allé mettre en état le terrain en retirant les mauvaises herbes, etc., en allant faire du truc. Voilà, on connaît ça. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça et voilà. Et même si ça ne changera pas le monde demain, au moins on pourra dire qu'on ne l'a pas détérioré. C'est tout ce que je me dis. C'est une bonne action, Non, effectivement. voilà, sur ces Ouais. words of wisdom. Bon. Le plus long épisode. Non, il y a toujours celui avec Guillaume. Hey, hey. Bon, on se quitte là-dessus. J'espère que cet épisode aura été un peu éducatif. Et en tout cas, si vous avez des questions sur les bats, n'hésitez pas. Je serais ravi d'y répondre. Pas sur les grippes, hein, parce que visiblement, je me suis chié dessus. Oui, c'est certain. Moi, je l'ai trouvé très bien, une très bonne prise en main. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un très beau dessin. C'est très beau dessin, en tout cas. C'est joli, hein, c'est sympa. Bon, bref, pour ceux qui ne savent pas, il faut me suivre sur X. Voilà. Bon. @ The French Dugout. Voilà. Salaud. Bon, j'espère que cet épisode il aurait été assez intéressant, il aurait été bien. On a essayé un nouveau format, mais bon, on a fait un peu long. Voilà. En tout cas, c'est toi. On vous souhaite une bonne journée si vous écoutez ça le matin. On vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez ça le soir. On vous souhaite une bonne route si vous êtes en voiture. Un joyeux Noël et une bonne année si vous écoutez ça un peu plus tard. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Il y a Nico qui me demande si on a fini le podcast. Je lui réponds quoi? C'est lui qu'on dit au revoir là. Mais dis au revoir et n'hésitez pas, oui, commenter, partager, mettre des étoiles et tout sur les plateformes d'écoute, commenter aussi sur les plateformes d'écoute. Comme ça nous aide à faire connaître le baseball un peu plus en France et vous serez plus. Et puis, on a répondu aux 2 questions. Hein. Pourquoi les Rockies sont nuls et pourquoi les Tigers sont forts. Et comme quoi, vous voyez. Et puis ça, c'est sur notre Discord communautaire. On n'a toujours pas réglé le problème de comment y aller, mais c'est pas grave. Cherchez, vous nous trouverez. Et puis voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine, Jérém. Au revoir. Allez, on coupe là. Rien à dire. Ciao, ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.